Étienne avait acheté cette vieille ferme en pierre abandonnée pour 15 000 €, ces derniers 15 000. Il croyait acheter une seconde chance un lieu pour reconstruire un abri solide pour sa fille de 5 ans, après qu'ils eurent tout perdu. Mais lorsqu'il revint 6 semaines plus tard, prêt à commencer leur nouvelle vie, il vit de la fumée s'échapper de la cheminée, et 2 inconnus vivant dans la maison qui devait les sauver. Ce qui allait se passer ensuite changerait à jamais la vie des 4 personnes. Les graviers crissèrent sous les pneus, alors qu'Étienne s'engageait dans l'allée longue et bordée d'herbes hautes. Le crépuscule tombait sur la campagne normande, enveloppant tout d'une lumière mauve et dorée. Il conduisait depuis 5 heures, et chacun de ses muscles lui faisait mal. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant. C'était ici leur nouveau départ. « C'est là, papa », demanda Clara d'une voix joyeuse depuis le siège passager. « C'est notre maison. » Étienne sourit malgré la fatigue. « Oui, ma puce, c'est... » Il s'interrompit. Ses mains se crispèrent sur le volant. De la fumée. Une mince colonne grise s'élevait du toit. Son cœur se mit à battre violemment, tandis qu'il arrêtait la camionnette à une vingtaine de mètres de la ferme. Elle avait l'air exactement comme dans son souvenir, la peinture blanche écaillée, la véranda affaissée, les mauvaises herbes envahissantes. Mais quelqu'un était ici. « Papa, pourquoi on s'arrête ?» demanda Clara incertaine. « Reste dans la voiture, Clara. » La voix d'Étienne sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Il se reprit doucement. « Juste 1 minute, d'accord. Je vais vérifier quelque chose. Ne bouge pas. » Il lui serra la main, ouvrit la portière et sortit. L'air du soir était vif sur son visage. Il sentait maintenant l'odeur du bois brûlé, sans doute venant de l'intérieur. Son esprit tournait à toute vitesse des squatteurs des Vandales, peut-être des jeunes venus faire la fête. Il s'approcha lentement de la porte d'entrée, les instincts d'artisan du bâtiment en alerte. La porte était entr'ouverte. Il la poussa doucement et son souffle se coupa. La pièce principale avait été balayée. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre qu'il croyait inutilisable. Deux jeunes femmes se tenaient figées, les yeux écarquillés de terreur. Elles se ressemblaient parfaitement, même silhouette, fine, même cheveux blonds, attachés en queue de cheval, même visage sali par la poussière. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'une d'elles fit un pas en avant, les mains levées comme en signe de reddition. « S'il vous plaît, ne prévenez pas la police. On part tout de suite. On avait juste besoin d'un endroit. »« Qui êtes-vous » demanda Étienne, d'une voix plus dure qu'il ne le ressentait. Les 2 femmes semblaient épuisées, apeurées plutôt qu'agressives. L'autre jumelle se plaça devant sa sœur protectrice. « On est désolé, dit-elle. On pensait que la maison était abandonnée. On est ici depuis quelques semaines. À peine. On n'a rien abîmé, je vous jure. On fera nos bagages et on part. Mais, s'il vous plaît, n'appelez pas la gendarmerie. » Étienne regarda la pièce plus attentivement. Le sol avait été balayé. Les vitres cassées couvertes de carton et de plastique scellées contre le froid. Des années de poussière et de débris avaient disparu. La cheminée n'était pas seulement en état de marche, elle était entretenue, comme si elles avaient pris soin de la rendre sûre. « Comment avez-vous connu cette maison ?» demanda-t-il. La première, celle qui avait parlé, croisa les bras sur sa poitrine. Elle paraissait jeune, à peine 20 ans. On vivait à Montbrieuc, à une dizaine de kilomètres d'ici. Tout le monde savait que cette ferme était vide depuis des années. On ne savait pas que quelqu'un l'avait achetée. Papa, tous 3 se retournèrent. Clara se tenait sur le seuil, serrant son lapin en peluche contre elle, les boucles brunes en bataille autour de son visage. Elle regardait les 2 femmes avec curiosité plutôt qu'avec peur. « Clara, je t'avais dit de rester dans la voiture. Je sais, mais il fait très froid, et j'ai vu la fumée. Je me suis dit qu'on pourrait aussi faire du feu. » Elle pencha la tête, observant les jumelles. « Ces dames vont vivre avec nous. » La question flotta dans l'air comme la fumée. « Non, ma chérie. Elles
Nous allons partir, dit l'une rapidement. On est vraiment désolé. On sera parti dans 10 minutes. Mais Clara s'avança déjà vers le feu, tendant sa petite main vers la chaleur. C'est agréable ici, murmura-t-elle. Bien mieux que dans la voiture. Elle leva les yeux vers son père. Elles peuvent nous montrer comment elles ont fait marcher la cheminée. Tu avais dit qu'elle était cassée. Étienne sentit quelque chose bouger en lui. Il regarda sa fille, cette petite fille qui avait perdu sa mère 8 mois plus tôt, qui avait dormi dans des motels qui avaient vu leur vie entière se vendre morceau par morceau de boue, là offrant sa gentillesse simple et sans condition. Puis il regarda les 2 jeunes femmes, mais vraiment les regarda. Elles étaient terrifiées, pas seulement par lui, mais par quelque chose de plus profond. Il reconnut cette peur, celle d'avoir nulle part où aller, et personne vers qui se tourner la même qu'il avait vue dans son propre miroir depuis des mois. « Asseyez-vous », dit-il calmement. Les jumelles échangèrent un regard. « S'il vous plaît », ajouta Étienne, d'une voix plus douce, « asseyez-vous simplement. » On va essayer de comprendre. 20 minutes plus tard, ils étaient tous installés autour du feu. Clara s'était levée contre le flanc de son père, luttant contre le sommeil, mais déterminée à rester éveillée pour ne rien manquer. Les 2 jeunes filles en femmes étaient assises en face d'eux, perchées sur une vieille kittilakis, prêtes à fuir au moindre geste. « Je m'appelle Aude », dit doucement l'une d'elles. « Et voici ma sœur Camille. Nous sommes jumelles. »« Évidemment, évidemment », murmura Clara d'une voix ensommeillée, et malgré tout, Aude sourit. « Moi, c'est Étienne, et voici Clara, » répondit-il. Il fit une pause. « Racontez-moi comment vous en êtes arrivés là. » Les jumelles se regardèrent, communiquant, sans un mot comme seules des sœurs savent le faire. Puis Camille prit la parole. « On a grandi à Montbrieuc, toutes les 3, Aude, moi et notre mère. Notre père est parti quand on était bébé, alors maman nous a élevés seuls. Elle a toujours eu 2 emplois. Sa voix était ferme, mais ses mains serrées sur ses genoux trahissaient la tension. On a eu des bourses complètes pour l'université de Caen-Aude, en agronomie, moi en gestion. Maman était si fière. Aude poursuivit. On a été diplômés en juin dernier. Tout allait bien. On avait des offres d'emploi, des projets. Puis en août, maman a eu un accident au travail. Une machine défectueuse dans l'usine où elle faisait les nuits. Un problème de sécurité jamais réparé. Sa voix se brisa légèrement. Elle a survécu, mais sa colonne vertébrale a été gravement touchée. Elle ne pouvait plus travailler. Étienne sentit le poids de Clara s'alourdir contre lui, tandis qu'elle s'endormait peu à peu. Il la serra doucement, écoutant la suite. « On est rentré pour s'occuper d'elle, » reprit Camille. « On a refusé nos postes. On pensait que ce serait temporaire, le temps qu'elle guérisse, que l'assurance de l'usine l'indemnise. » Elle eut un rire sans joie. Quelle naïveté! La compagnie d'assurance a refusé de reconnaître sa responsabilité, a prétendu que c'était sa faute, qu'elle n'avait pas respecté le protocole de sécurité. Pendant ce temps, les factures s'accumulaient. Elle baissa la tête. On travaillait toutes seules, les 2 mois comme serveuse au bistrot et aide comptable pour des commerces. Aude à la coopérative agricole pendant les récoltes. Mais ce n'était jamais suffisant. Sa voix se fendilla. En octobre, son état s'est aggravé. Infection, complications. Elle est restée 1 semaine à l'hôpital. Elle est morte le 23 octobre. Le feu crépitait dans le silence qui suivit. « Je suis désolé, » dit Étienne doucement. Les mots lui parurent bien faibles. Aude essuya rapidement ses larmes. Les dettes dépassaient 80 000 €. Les huissiers ont tout pris, la maison de maman, la voiture, tout ce qui avait de la valeur. On a essayé de se défendre, mais on n'y comprenait rien. On n'avait pas d'argent pour un avocat. En décembre, il ne nous restait plus rien. On dormait dans notre voiture. Puis elle est tombée en panne et on ne pouvait pas la réparer.
Elle inspira profondément. Quelqu'un au café nous a parlé de cette vieille ferme, abandonnée depuis des années. On s'est dit que ce serait juste pour quelques semaines, le temps d'économiser, de quoi payer une caution quelque part. Mais sans adresse, sans référence, sans fiche de paye, on ne trouve rien. C'est un cercle sans fin. Étienne les regarda longuement. Deux jeunes femmes qui avaient tout fait bien décrocher leur diplôme, pris soin de leur mère et perdu tout le reste à cause d'un système qui les avait broyés. Il connaissait cette histoire. Il en vivait une version. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il. « 24 ans. » Répondirent-elles en même temps. Clara dormait profondément maintenant, sa respiration régulière. Étienne contempla le visage paisible de sa fille, puis il leva les yeux vers les deux sœurs. Il pensa aux nuits passées, dans un petit hôtel bon marché, à la honte de la saisie de leur maison, à ce matin où il avait vendu les bijoux de Marianne, le dernier souvenir tangible de sa femme juste pour acheter de quoi manger. Ce sentiment désespéré d'être seul sans issue. Ses filles avaient perdu leur mère. Lui avait perdu sa femme. Elles avaient perdu leur foyer. Lui aussi. Elles essayaient de tout reconstruire à partir de rien. Lui également. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il. « 3 semaines » répondit Aude. « On a fait attention. Rien n'a été abîmé. On nettoie chaque jour. On allume le feu que la nuit quand personne ne peut voir la fumée. Enfin, on croyait que personne ne la verrait. Les cartons sur les fenêtres, c'est vous. » Camille hocha la tête. « On a trouvé du plastique dans la grange. Ça empêche le vent de passer. Et la cheminée. Vous l'avez nettoyée, remise en état. » « C'est Aude, » dit Camille. « Elle est douée de ses mains. Elle a vérifié le conduit retiré, tous les débris, s'est assurée que rien ne risquait de brûler ou d'enfumer la pièce. » Étienne regarda Aude avec un nouvel intérêt. « Tu t'y connais un peu, en construction ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Pas vraiment, mais je me débrouille. J'ai aidé à construire les décors du théâtre au lycée et j'ai fait quelques réparations agricoles pendant mes études. J'apprends vite. » Quelque chose commençait à se former dans l'esprit d'Étienne. C'était sans doute une idée folle, pas du tout raisonnable, mais après tout, acheter une vieille ferme abandonnée avec ses derniers 15 000 € ne l'était pas non plus. « Cet endroit a besoin de beaucoup de travail, » dit-il lentement. Le toit fuit à plusieurs endroits. La plomberie. Est-ce fichu? La moitié du circuit électrique doit être refaite et les planchers ont besoin d'être poncés et vernis. Il faudra des mois pour rendre cette maison vraiment habitable. Les jumelles hochèrent la tête sans trop comprendre où ils voulaient en venir. Je suis artisan du bâtiment ou du moins je l'étais. J'avais une petite entreprise de rénovation à Lyon. Je l'ai perdue il y a 8 mois comme tout le reste. C'est pour ça que j'ai acheté cette ferme. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Une chance de recommencer à zéro avec Clara. Il inspira profondément. Voilà ce que je propose. J'ai besoin d'aide pour remettre cette maison en état. Je ne peux pas payer grand-chose, presque rien au début. Mais si vous m'aidez dans les travaux, vous pouvez rester ici. On s'arrangera pour le couchage, on remettra les compteurs en service, on fera en sorte que ça fonctionne. Vous apprendrez le métier et moi, j'aurai un coup de main. Et Clara? » Il baissa les yeux vers sa fille endormie. « Elle aura d'autres personnes autour d'elle que moi. » Un silence s'installa. « Vous êtes sérieux? » murmura Camille, la voix tremblante. « Très sérieux. Mais il y a des règles. On est honnêtes les uns avec les autres toujours. Chacun fait sa part. Et on avance ensemble, pas à pas. » « D'accord. » Les yeux d'Aude se remplirent de larmes. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. » Étienne pensa à l'appel de l'hôpital au papier de saisie qu'il avait dû signer au regard compatissant du gérant du motel quand il avait payé 1 semaine de plus avec des billets froissés. « Parce qu'il y a 6 mois, j'aurais tout donné pour que quelqu'un me tende la main. Alors je vous en tends une. » Camille se leva brusquement et lui tourna le dos, les épaules secouées. Aude la rejoignit, la prit dans ses bras
et Étienne entendit les sanglots étouffés de la jeune femme. « Merci, » dit Aude d'une voix épaisse d'émotion. « Merci. » Étienne hocha la tête, réajustant Clara dans ses bras. « Reposez-vous. Demain, on fera la liste de ce qu'il y a à faire. Ce sera beaucoup de travail. » « On n'a pas peur du travail, » répondit Aude avec fermeté. « Parfait. Moi non plus. » La première semaine fut chaotique. Étienne avait oublié ce que c'était que de gérer un chantier sans budget avec des moyens de fortune. Ils commencèrent par l'essentiel, remettre le courant. Cela demanda d'appeler de vieilles connaissances et de faire lui-même la plupart du câblage. Aude le suivait partout, posait des questions. Lui passait les outils, apprenait vite. Pourquoi ce câble-là est plus épais que l'autre? Parce que ce circuit supportera plus de charge. Il vaut mieux surdimensionner pour la sécurité. Toujours. D'accord, répondit-elle, enregistrant mentalement l'information avant de lui tendre l'outil suivant. Cette fille était un vrai talent brut. Camille, de son côté, s'occupait du concret, dresser la liste du matériel, calculer les coûts, chercher les bonnes affaires dans les dépôts et les magasins de bricolage. Elle trouva un emploi de serveuse au bistrot du marché 4 jours par semaine. Aude prit des heures au magasin de bricolage Lefebvre, ce qui leur donnait des réductions sur les fournitures. Chaque euro gagné allait dans la rénovation. Clara, elle se proclama chef de chantier. Elle s'asseyait sur un seau, renversé, balançant les jambes, commentant tout ce qu'il faisait. « Papa, cette planche est de travers. C'est fait exprès, ma puce. C'est pour l'écoulement de l'eau. » Ah, d'accord. Mais elle laisse quand même un peu de travers. Les jumelles faisaient preuve d'une patience infinie avec ses questions et son énergie débordante. Camille tressait ses boucles indomptables le matin, et Aude, lui apprenait le nom des outils, la laissant trier les vies ou tenir les planches. Un soir, 2 semaines plus tard, Étienne descendit et trouva Camille en train de préparer le dîner pendant que Clara, assise au comptoir, racontait sa journée. Et puis Aude m'a laissé utiliser le vrai marteau, le petit pas le jouet. Et j'ai enfoncé 3 clous. 3 entiers. 3 clous, répéta Camille avec un air sérieux. Impressionnant. Tu deviendras une bâtisseuse comme ton papa. C'est ce qu'Aude a dit, répondit Clara rayonnante, avant d'ajouter plus doucement. Camille, tu crois que maman serait fière de moi? Étienne se figea dans l'embrasure de la porte. Il ne parlait presque jamais de Marianne. Chaque fois qu'il essayait, les mots restaient coincés. Mais Camille ne montra aucune hésitation. Elle posa sa cuillère en bois et se tourna vers la fillette. « Je crois que ta maman serait très fière de toi, » dit-elle doucement. « Tu as été si courageuse à travers tous ces changements et tu apprends tant de choses. Je suis sûre qu'elle serait heureuse de te voir construire ta nouvelle maison. » Clara hocha lentement la tête. « Elle me manque. Je sais, ma puce. Ma maman me manque aussi. Elle est morte aussi, hein? » « Oui, en octobre. » Clara réfléchit un instant, le regard rêveur. « Est-ce que ça devient plus facile? » demanda doucement Clara. Les yeux de Camille brillèrent, mais sa voix resta posée. « Non pas plus facile, juste différent. On ne les oublie pas, on ne les aime pas moins, mais la douleur change de forme. Elle s'adoucit un peu avec le temps, et on apprend à les garder près de nous, autrement dans les souvenirs, dans ce qu'ils nous ont appris, dans la manière dont ils nous ont aimés. Tout ça reste. » La gorge d'Étienne se serra. Depuis des mois, il s'était concentré sur la survie, nourrir sa fille, la protéger, lui assurer un toit sans jamais savoir comment l'aider à faire son deuil. Camille, elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas su toucher. Plus tard ce soir-là, quand Clara s'endormit dans la petite chambre qu'ils avaient rendue habitable en premier, Étienne trouva Camille sur la terrasse. « Merci, dit-il, pour ce que tu as dit à Clara tout à l'heure. » Elle leva les yeux surprise. « Tu as entendu? » « Oui, j'ai eu l'impression d'avoir échoué avec elle, sur ce plan-là de ne pas savoir quoi dire, comment l'aider à traverser ça.
Tu n'as pas échoué, répondit-elle fermement. Tu l'as gardé en vie en sécurité et entouré d'amour dans une situation impossible. Ce n'est pas un échec. Elle me parle de sa mère et je ne sais pas comment être les deux à la fois. Tu n'as pas besoin d'être les deux, Étienne. Sois juste son père. Et tu le fais très bien. Il s'assit sur les marches. La nuit était claire et glacée constellée d'étoiles, comme du sel répandu sur du velours noir. Parle-moi de ta mère si tu veux. Alors Camille raconta. Elle parla de Solange Hayes, qui avait élevé ses jumelles seules et leur avait donné l'impression d'avoir tout même quand elles n'avaient rien. Qui s'était épuisé à travailler pour qu'elles puissent aller à l'université. Qui avait pleuré pendant toute la cérémonie de remise des diplômes, fière comme jamais. Elle était dure, mais tendre, dit Camille. Tu sais, elle pouvait faire 12 heures à l'usine et quand même rentrer à la maison pour nous préparer des gâteaux d'anniversaire incroyables, entièrement faits main. Elle nous a appris qu'on peut être travailleur sans cesser d'être bon. Elle avait l'air incroyable. Elle l'était. Et je me dis souvent qu'elle serait horrifiée de voir où on en est arrivé. Comme si on l'avait déçue. Tu ne l'as pas déçue, répondit Étienne. Tu as tout fait pour la sauver. Tu as sacrifié ton avenir pour t'occuper d'elle. C'est de l'amour, pas un échec. Ils restèrent un moment en silence, un silence doux partagé. Puis Camille demanda « Et ta femme? Elle était comment ?» Étienne sentit cette vieille douleur remonter dans sa poitrine. Marianne, elle s'était l'organisée, la tête froide. Moi, je fonçais toujours dans un projet, et elle s'assurait qu'on avait bien pensé à tout avant. Un sourire lui échappa teinté d'amertume. Elle avait un humour affreux. Ses blagues étaient nulles, mais elle riait tellement de ses propres bêtises qu'on ne pouvait pas s'empêcher de rire aussi. Et elle aimait Clara, en avoir peur, vraiment peur. Elle me disait, « Je ne savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un autant. Et si un jour il lui arrivait quelque chose, comment je survivrais? » Et moi, je la rassurais, je disais qu'on protégerait toujours Clara. Il baissa la voix. « J'aurais dû m'inquiéter de protéger Marianne. Tu n'aurais pas pu empêcher un anévrisme, » répondit Camille avec douceur. Je le sais logiquement, mais une part de moi se dit que j'aurais dû voir quelque chose faire quelque chose. C'est le deuil qui parle pas la raison, dit-elle calmement. Le deuil nous fait croire qu'on avait le contrôle, alors qu'on ne l'avait pas. Étienne la regarda longuement. Sous la lumière de la lune sans sa carapace, elle paraissait plus jeune que ses 24 ans, mais son regard portait une maturité qu'il n'avait vue chez personne d'autre. « Comment tu as appris tout ça? » Camille sourit tristement. Le traumatisme et la thérapie. Maman nous a envoyé voir une psychologue après le départ de papa, la meilleure chose qu'elle ait faite. On y a appris à exprimer ce qu'on ressentait au lieu de tout enfouir. Peut-être que je devrais essayer. Peut-être oui. En mars, la vieille ferme commençait à ressembler à une vraie maison. Ils avaient enfin réussi à faire fonctionner la plomberie, la première douche chaude, les avait tous émus jusqu'aux larmes. La cuisine était désormais opérationnelle, avec des meubles récupérés et des plans de travail assemblés à bas prix. Les 3 chambres de l'étage étaient habitables, Étienne et Clara dans l'une, Aude dans une autre, Camille dans la 3e. Le travail était dur, mais il y avait une joie nouvelle. Ils mettaient de la musique en travaillant. Et parfois, Aude chantait d'une voix claire et étonnamment belle. Clara dansait pendant qu'il peignait les murs ou ponçait le parquet, les faisant rire par sa spontanéité désarmante. Étienne sentait quelque chose se transformer en lui, pas l'oubli de Marianne, non il ne l'oublierait jamais, mais une ouverture. Il y avait à nouveau de la vie dans cette maison longtemps silencieuse. Le bruit des rires, le plaisir du travail bien fait et cette famille improbable née d'un naufrage partagé. Un samedi, à la fin du mois de mars, ils décidèrent de s'attaquer au désastre qui était devenu le jardin. Des années de négligence en avaient fait une jungle d'herbes folles et de ronces. Aude regarda le chaos, les mains sur les hanches.
Tu sais ce qu'il manque à cet endroit? Demanda Aude en regardant le terrain envahi d'herbes folles. Quoi donc? Répondit Étienne, méfiant. Un jardin, répéta-t-il en haussant un sourcil. Hein? On a déjà du mal à suivre le rythme des travaux de la maison. Je sais, mais écoute-moi. J'ai un diplôme d'agronomie. Je pourrais concevoir un petit potager. Rien de compliqué, des tomates, de la laitue, des herbes. Ça nous ferait économiser sur les courses. Et puis, jardiner, c'est thérapeutique. Elle lui lança un regard plein de sens. On pourrait tous avoir besoin d'un peu de thérapie. Non, est-ce qu'on peut planter des fraises? Demanda Clara avec espoir. J'aime beaucoup les fraises. On plantera des fraises, c'est promis, répondit Aude en souriant. Ils passèrent leur journée à arracher les mauvaises herbes et à préparer la terre. Aude expliquait la composition du sol, le drainage, et comment équilibrer l'humidité. Camille, fidèle à elle-même, prenait des notes planifiant ce qu'ils allaient semer et à quelle période. Étienne, lui, les observait travailler. La manière dont le visage d'Aude s'illuminait quand elle parlait de culture, la façon dont Camille transformait chaque tâche manuelle en méthode claire et ordonnée, et Clara qui absorbait tout comme une éponge. « Papa, regarde » s'exclama la fillette en brandissant un ver de terre. Aude dit que les vers c'est bon pour la terre parce qu'ils la rendent meilleure. C'est vrai, confirma Étienne. Les vers sont utiles. Tout est utile quand c'est à la bonne place, ajouta Aude en jetant un regard à Étienne. Les gens aussi, je crois. Le soir, couverts de terre et d'épuisement, ils s'offrirent une rare extravagance, une pizza qu'ils mangèrent sur la terrasse en regardant le soleil se coucher. Tu sais à quoi je pensais, dit Camille en fixant l'horizon. Quoi? Il y a 3 mois, Aude et moi dormions dans notre voiture morte de peur en pensant à ce qui allait nous arriver. Et regarde-nous maintenant, on a une maison, on a du travail qu'on aime, on a... Elle s'interrompit émue. On a retrouvé une famille. Aude leva sa part de pizza comme pour porter un toast. À la seconde chance et aux vieilles fermes abandonnées. Et à ceux qui voient des inconnus et choisissent d'aider au lieu de juger, ajouta Camille en regardant Étienne. Clara, très sérieuse, leva sa brique de jus. Et aux fraises, ils éclatèrent de rire. Étienne sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas tout à fait du bonheur, il n'était pas encore prêt pour ce mot, mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose comme l'espoir. Le printemps laissa place à l'été, et les progrès se multiplièrent. La réputation d'Étienne, dans le milieu de la rénovation, commença à se reconstruire. Il décrocha un petit chantier en ville, la restauration d'un bâtiment ancien nécessitant un travail précis. Il emmena Aude avec lui et elle impressionna le client au point qu'il lui demanda si elle était disponible pour d'autres projets. Elle à l'œil, lui dit le client. Et elle est méticuleuse. On ne voit plus ça souvent. En juin, le travail était suffisant pour qu'Étienne officialise les choses. Aude devint son associée. Elle pleura quand il le lui annonça. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu as déjà tant fait pour nous. »« Je ne le fais pas pour vous, répondit-il simplement. Je le fais parce que tu es doué, et je serais idiot de ne pas le reconnaître. C'est du business, tu l'as mérité. » Pendant ce temps, l'activité culinaire de Camille prenait de l'ampleur. Tout avait commencé quand elle préparait des plats en trop et les vendait au marché de Montbrieuc. Puis quelqu'un l'avait engagée pour un petit événement. Puis un autre. En juillet, elle avait déjà des clients réguliers et envisageait sérieusement d'en faire une vraie entreprise. « Il me faudrait une vraie cuisine, dit-elle un soir en consultant ses comptes. Celle de la ferme est parfaite pour nous. Mais si je veux développer, il me faut un espace professionnel. Il y a ce local vide à côté du bistrot du marché, proposa Aude. J'ai vu une pancarte à louer la semaine dernière. Elles se mirent à rêver, à calculer, à planifier. Clara eut Sixan-Mou et ils lui organisèrent une fête dans le jardin, désormais transformé par le potager d'Aude, en un lieu presque magique. Les enfants de sa classe vinrent leurs parents,
restèrent charmés par cette maison si vivante et l'affection évidente qui liait ses habitants. Étienne se tenait un peu à l'écart, regardant Clara mener un jeu de chat, percher son rire clair et libre, emplissant l'air d'été. Elle s'épanouit, dit doucement Camille, en apparaissant à ses côtés. Oui, grâce à toi et à Aude. Vous avez su entrer dans sa vie et l'aimer sans hésiter. Ce n'était pas difficile. Elle est extraordinaire. Elle l'est, répondit-il. Puis avant de pouvoir se retenir, et toi aussi. Camille tourna la tête vers lui, surprise, les yeux pleins de quelque chose de plus chaud que la simple gratitude. Étienne sentit la chaleur lui monter au visage. Je veux dire, tu es merveilleuse avec elle, et tu as été un vrai soutien pour nous deux. Je ne sais pas comment te remercier comme il faut. Tu l'as déjà fait, dit-elle doucement. Tu nous as offert un foyer quand on n'avait plus rien. On ne peut pas remercier ça, Étienne. Ils restèrent là côte à côte, le bourdonnement des insectes d'été, et les éclats de rire des enfants autour d'eux, pendant qu'entre eux s'installait quelque chose de fragile et d'indicible, une promesse silencieuse, presque un commencement. Plus tard ce soir-là, après que toutes les invités furent partis et que Clara se fut écroulée de fatigue et de sucre, Étienne trouva Aude assise sur la terrasse. « Besoin de compagnie » demanda-t-il. Toujours répondit-elle en tapotant la marche à côté d'elle. Ils restèrent un moment en silence, un de ces silences paisibles qui ne pèsent pas. Puis Aude dit sans détour. « Tu devrais lui dire. » « Dire quoi? À qui fit-il surpris? À Camille. Que tu as des sentiments pour elle. » Le ventre d'Étienne se serra. « Quoi non? Enfin. » Aude sourit devant son expression affolée. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas jalouse, si c'est ce que tu crains. Je suis sa sœur jumelle. Je remarque tout. Et pour ce que ça vaut, elle ressent la même chose. » « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix pleine d'un espoir qu'il ne voulait pas laisser paraître. « Oui, mais elle a peur. Peur de gâcher tout ça. Ce qu'on a ici, cette maison, cette famille, c'est tout pour elle. Pour nous deux. Elle préfère ravaler ses sentiments plutôt que de risquer de perdre ce qu'on a construit. Et si ça compliquait tout, murmura-t-il. Aude se tourna vers lui, le regard direct. Et si au contraire, ça rendait tout meilleur, Étienne, tu nous as rendu nos vies. Tu aurais pu appeler la gendarmerie ce soir-là, mais tu as choisi d'aider au lieu de punir. Ça dit tout de toi. J'étais désespéré aussi, répondit-il doucement. J'ai reconnu ce que je voyais en vous. Exactement. Tu as compris parce que tu avais besoin de la même chose. Et maintenant, on a bâti quelque chose de vrai, de solide. Tu ne crois pas que tu mérites toi aussi un peu de bonheur? Étienne pensa à Marianne, à la culpabilité qui s'accrochait encore à lui. Était-ce trop tôt? Y avait-il jamais un bon moment? Je ne sais pas si je suis prêt, avoua-t-il. C'est normal, dit Aude, mais pose-toi la question. Est-ce que tu le seras un jour complètement? Ou est-ce qu'il y aura toujours une raison d'attendre? Elle se leva, s'étira et ajouta doucement. Réfléchis-y. Et pour ce que ça vaut, Marianne avait l'air d'être une femme exceptionnelle. Mais je ne pense pas que les gens exceptionnels veuillent que ceux qu'ils aiment restent seuls pour toujours. Puis elle rentra dans la maison, laissant Étienne seul avec ses pensées. 2 jours plus tard, il trouva Camille dans la cuisine, tard dans la nuit. Elle était entourée d'ingrédients, de carnets et de bols. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « Trop d'idées qui tournent dans ma tête, » répondit-elle en riant doucement. « J'essaie de perfectionner cette focaccia aux herbes pour un client. Tu veux goûter toujours. » Elle lui coupa un morceau encore tiède. La croûte était croustillante, l'intérieur moelleux, parfumé au romarin et au sel marin. « C'est incroyable, » dit Étienne sincèrement. « Tu crois ?» répondit-elle visiblement ravie. « J'y travaille depuis des semaines. C'est parfait. Tes clients ont de la chance.
Ils tombèrent dans cette conversation fluide et naturelle qu'ils avaient développée au fil des mois. Le travail, les projets, la rentrée de Clara, un appel d'offres sur lequel Étienne planchait. Puis Camille hésita, le regard soudain plus sérieux. « Je peux te poser une question un peu personnelle, bien sûr. Est-ce que tu penses que tu pourrais un jour, enfin, être à nouveau avec quelqu'un? » Elle secoua la tête gênée. « Laisse tomber, c'est indiscret. » Camille. Il posa le morceau de pain, le cœur battant, les mots d'Aude, résonnant dans sa tête. « Qu'est-ce que tu voulais me demander? » Elle prit une inspiration. « Est-ce que tu crois que tu pourrais être ouvert à l'idée d'aimer quelqu'un à nouveau? D'avoir quelqu'un dans ta vie? Après Marianne, ou est-ce que ça te semble impossible? » La question flotta entre eux. Un long moment. Étienne aurait pu détourner, répondre vaguement. Mais en la regardant, cette femme qui s'était ouverte à lui depuis le premier jour, qui avait aidé sa fille à guérir, qui faisait désormais partie intégrante de leur quotidien, il choisit l'honnêteté. Il y a 6 mois, j'aurais dit non impossible. Je ne ressentais rien d'autre que la douleur. Mais depuis quelque temps, il croisa son regard. Depuis quelque temps, je me dis que le deuil ne veut pas dire qu'on cesse de vivre. Et peut-être que Marianne voudrait que je continue à vivre. Vraiment vivre, pas juste survivre. Elle devait être une femme extraordinaire, dit Camille. Elle l'était, mais elle n'est plus là. Et moi je le suis encore. Clara aussi. On mérite d'avancer. Ce n'est pas oublier. C'est laisser de la place à de nouvelles choses à côté des souvenirs. Camille hocha lentement la tête. Quand maman est morte, quelqu'un m'a dit que les gens qu'on aime ne veulent pas qu'on reste figé dans la douleur. Ils veulent qu'on prenne tout l'amour qu'ils nous ont donné pour construire autre chose. Je ne l'ai pas cru au début, mais maintenant je pense que c'est vrai. Moi aussi, répondit Étienne. Le silence revint ponctué seulement par le tic-tac de la vieille horloge murale. Puis Camille murmura « J'ai des sentiments pour toi, Étienne. Depuis un moment déjà. Mais j'avais peur de le dire, peur de tout gâcher. Ce qu'on a ici, cette maison, cette famille, c'est trop précieux pour risquer de le briser. » Le cœur d'Étienne semblait trop grand pour sa poitrine. Et si ça ne gâchait rien? Et si au contraire ça rendait tout plus beau? Tu crois que c'est possible? Plutôt que de répondre, Étienne tendit la main à travers le plan de travail et prit doucement la sienne. Ses doigts étaient chauds, légèrement couverts de farine. Il la regarda dans les yeux et murmura « Oui, je crois que c'est possible. » Les doigts de Camille étaient saupoudrés de farine encore tiède du travail de la pâte. Étienne la regarda et dit d'une voix basse, sincère, « Je crois que tu fais partie des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Tu es entré dans ma vie, littéralement tu étais déjà là, au moment précis où j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est de perdre quelqu'un. Clara t'adore. Tu bâtis quelque chose d'incroyable avec ton entreprise. Et je crois que je serais un idiot de ne pas voir ce que nous pourrions être ensemble. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi. Mais peut-être qu'on peut avoir peur ensemble. Prendre notre temps, voir où ça nous mène. Mais au moins soyons honnêtes sur ce qu'on ressent. » Elle serra doucement sa main. « J'aimerais beaucoup ça. » Ils restèrent ainsi un long moment, les mains jointes au-dessus d'un plan de travail couvert de farine et de notes de recettes dans la cuisine d'une vieille ferme que ni l'un ni l'autre n'avait prévu d'appeler un jour maison. « Alors, dit enfin Camille avec un sourire qui perça son émotion. « Tu veux m'aider à finir cette focaccia? Il m'en reste 3 variantes à tester. » Étienne rit. « Je ne vois rien que je préférerais faire. » Le reste de l'été puis l'automne eurent un goût de vie nouvelle. La relation d'Étienne et de Camille se construisit lentement, prudemment. De vrais rendez-vous, des dîners, en ville, un film, une balade en forêt.
Ils se tenaient de la main sur la terrasse quand Clara dormait. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs espoirs, de leur passé et de leurs possibles avenirs. Clara, bien sûr, remarqua tout. Rien ne lui échappait. « Dis, papa, toi et Camille, vous êtes amoureux. » Maintenant, demanda-t-elle un matin au petit déjeuner, comme si elle commentait la météo. Étienne manqua de s'étouffer avec son café. « Eh bien, on s'aime beaucoup, oui. » « Ça te va, Clara, réfléchit sérieusement. Ça veut dire qu'elle va rester pour toujours. Tu voudrais qu'elle reste pour toujours. » « Oui. Elle fait de très bons pancakes. Elle m'aide à coiffer mes cheveux et elle ne se fâche jamais quand je pose trop de questions. Elle prit une bouchée de céréales. Et puis, elle te fait sourire plus. Avant, tu souriais pas beaucoup. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, pensa Étienne en souriant. Alors oui, ma puce, si elle veut rester pour toujours, elle peut, bien conclut Clara avec satisfaction. Je peux avoir encore du jus d'orange. En octobre, 1 an, exactement après la mort de la mère d'Aude et de Camille, leurs entreprises prospéraient suffisamment pour qu'ils commencent à chercher une vraie maison à Montbrieuc. La ferme avait accompli sa mission, mais l'hiver approchait et le chauffage y était plus symbolique qu'efficace. Ils trouvèrent une maison en ville, rien de luxueux, mais bien isolée avec 4 chambres. Une grande cuisine pour les activités culinaires de Camille, un garage pour les outils d'Étienne et un jardin pour les projets botaniques d'Aude. « Tu es sûr de vouloir quitter la ferme ?» demanda Aude pendant la visite. « On ne la quitte pas, » répondit Étienne. « On avance. C'est différent. » Ils emménagèrent en novembre et la transition se fit naturellement. Cette nouvelle maison était plus chaude, plus fonctionnelle, mais elle portait la même âme, la même chaleur familiale qu'ils avaient bâtie à la ferme. Aude fit de la rencontre de Paul, un instituteur de l'école de Clara. Il était patient doux et riait de ses jeux de mots affreux. Le soir où il vint dîner pour la première fois, Étienne observa la lumière dans les yeux d'Aude et pensa « Elle le mérite ». Clara entra en CP et s'épanouit. Elle parlait à tout le monde de mon papa, mon Aude et ma Camille, avec une assurance telle que personne ne songeait à trouver cette famille différente. Le 20 décembre, exactement 1 an après l'achat de la ferme, ils prirent la voiture pour y retourner. L'herbe avait repoussé les fenêtres, portait encore les morceaux de carton et de plastique du premier hiver. La bâtisse tenait bon silencieuse, mais debout. « Tu veux qu'on la vende ?» demanda Camille depuis le siège passager. Étienne resta un instant pensif. Il pensa aux 2 jeunes femmes qu'il avait trouvées terrifiées à l'intérieur, à la décision qu'il avait prise de tendre la main plutôt que de punir. À tout ce qui était né de ce choix-là. Pas encore, dit-il enfin. Peut-être qu'un jour quelqu'un d'autre en aura besoin. Quelqu'un comme nous perdu, sans rien essayant de recommencer. Qu'elle reste là pour eux. C'est magnifique, dit Aude depuis l'arrière, assise à côté de Clara. Papa demanda. La petite d'une voix pensive. C'est là-bas qu'on est devenu une famille, hein? Étienne croisa le regard de Camille, y vit le reflet exact de ses propres émotions. La gratitude, l'émerveillement, l'amour. Oui, ma chérie, répondit-il doucement. C'est exactement là qu'on est devenus une famille. Même si c'était un hasard, même s'il n'avait pas prévu de rencontrer Aude et Camille surtout à cause de ça. Étienne ajouta. Parfois les plus belles choses de la vie ne sont pas prévues. Parfois, il faut juste oser franchir une porte et voir qui se trouve de l'autre côté. En janvier 2025, Étienne et Camille se marièrent lors d'une petite cérémonie à la mairie de Montbrieuc. Aude fut demoiselle d'honneur. Clara, en robe blanche et couronne de fleurs, prit son rôle de petite fille aux pétales, très à cœur dispersant les fleurs, avec un sérieux qui fit rire toute l'assemblée. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux que ça. C'était réel, bâti sur la douleur partagée, le travail acharné, et la promesse silencieuse de continuer à se choisir jour après jour. En mars, Aude et Paul se fiancèrent.
Ils parlaient souvent de rester à Montbrieuc, de construire quelque chose ensemble, comme sa sœur l'avait fait avec Étienne. Leurs entreprises prospéraient. Rodier à Lenoir Rénovation avait désormais une solide réputation travail de qualité, prix honnête, sens du détail. L'atelier culinaire de Camille La Cuisine Sauvage avait une liste d'attente de clients impatients. Il bâtissait quelque chose de vrai, de durable. Un soir de la fin mars, presque 2 ans jour pour jour après cette première nuit dans la ferme abandonnée, Étienne se retrouva assis sur la terrasse de leur maison en ville. Camille était à côté de lui, sa main dans la sienne. À travers la fenêtre, il voyait Aude et Paul jouer un jeu de société avec Clara. Tous riaient aux éclats. « Tu penses parfois à ce qui aurait pu être différent ?» demanda doucement Camille. « Si tu avais appelé la police ce soir-là. Si tu nous avais dit de partir. » Parfois, admit Étienne. « Mais j'essaie de ne pas trop y penser. À quoi bon, voilà où on en est. Voilà ce qu'on a construit. Et c'est quelque chose de plutôt incroyable. »« Oui, » répondit-il en souriant. « C'est vrai. » Ils restèrent là, dans un silence confortable, celui qui n'existe qu'entre des gens qui se comprennent sans parler. Puis Camille ajouta « Merci. Merci de nous avoir vus pour ce que nous n'étions pas pour des intruses. Merci d'avoir eu le courage de rester, d'être encore là quand je suis arrivé. » « Et on serait parti, ou de toute façon, » répondit Étienne avec un sourire tendre. Elle rit doucement. On avait tous besoin les uns des autres, même si on ne le savait pas encore. À l'intérieur, les rires de Clara résonnaient clairs et lumineux. Elle avait 7 ans à présent, grande curieuse avec la vivacité de sa mère et la détermination de son père. Aude lui apprenait à bricoler Camille à cuisiner. Et son père lui avait traversé le feu et en était sorti toujours capable d'aimer. Clara avait une famille qu'elle ne remettait jamais en question parce que pour elle, aimer c'était simplement ce qu'on faisait pour les gens qui comptaient. Et toi, as-tu déjà vécu un moment qui a tout changé? Une décision minuscule qui, sans que tu le saches, a redessiné le cours de ta vie. Parfois, les personnes qu'on est destiné à trouver ne sont pas celles qu'on cherche. Ce sont celles qui nous attendent déjà dans les lieux qu'on ose appeler chez soi. Si cette histoire t'a touché, si tu crois aux secondes chances et aux familles qu'on construit à partir des morceaux brisés, partage ton expérience. Raconte-moi le moment où quelqu'un t'a vu quand tu en avais le plus besoin ou quand toi t'as choisi la compassion plutôt que le jugement. Et si tu es encore là à lire merci, reviens pour d'autres histoires sur ces façons inattendues dont nos vies se croisent et sur le courage qu'il faut pour reconstruire. Parce que parfois, les plus beaux foyers ne sont pas ceux qu'on planifie. Ce sont ceux qu'on découvre le jour où l'on trouve la force d'ouvrir la porte.